Bonjour à tous, bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire, l'Instant Ayastan. Notre invité du jour est Monsieur Jean-Christophe Buisson. Monsieur Buisson, bonjour. Bonjour, merci Merci de d'avoir m'inviter. répondu positivement à notre invitation. Sachez que c'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes le directeur adjoint du Figaro Magazine et vous vous êtes rendu au front lors de cette guerre meurtrière. Vous avez d'ailleurs à de nombreuses reprises dénoncé les projets néo-ottomans de cette guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan le 27 septembre dernier, l'utilisation d'armes interdites telles que le phosphore, mais aussi l'envoi par la Turquie de mercenaires djihadistes. Vous avez enfin dénoncé l'immobilisme diplomatique de la France et le caractère honteux de sa neutralité. C'est pour toutes ces raisons que nous souhaitions vous remercier, vous, ainsi que M. Sylvain Tesson et M. Antoine Agoudjian, qui étaient également présents à vos côtés et que nous saluons amicalement aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais juste rappeler à tous nos internautes que la cagnotte pour les réfugiés est toujours active. Nous allons mettre le lien dans les commentaires et nous nous rendrons sur place à la fin du mois pour subvenir humblement et avec votre aide aux besoins des réfugiés qui vivent des moments tragiques. Monsieur Buisson, venons-en au fait. Vous n'êtes pas sans savoir que la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan en Artsakh a été un bouleversement pour les communautés arméniennes du monde entier. Au-delà de cette tragédie qui n'a laissé aucun Arménien insensible, ce qui nous a frappé, c'est la faible couverture, ou du moins une couverture très superficielle des médias. Nombreux de nos amis qui n'ont aucun lien avec la cause arménienne se sont étonnés de ne voir que nos publications Facebook au fil des jours à titre d'information sur le conflit. Nous souhaitons donc vous demander pourquoi vous avez pris la peine et l'initiative de vous rendre sur place afin de couvrir le conflit de manière si détaillée. Qu'est-ce qui vous a motivé à agir en ce sens? Oui, il y a un certain nombre de choses. Il y a des choses d'abord qui tiennent à ma connaissance modeste, relative de la région. Je suis allé plusieurs fois en Arménie, en Artsakh, avant ce conflit, mais plutôt pour des voyages d'agrément ou des reportages pour le Figaro Magazine, mais qui n'avaient pas de rapport direct avec le conflit, avec les tensions qui pouvaient demeurer, qui demeurent depuis les années 90, le milieu des années 90. Je voyage souvent dans cette région du monde, dans le Caucase, aussi bien dans le Caucase Nord que dans le Caucase Sud, même si mes fonctions au Figaro Magazine ont fait que depuis certaines années, je me suis un peu éloigné des zones de conflit, que j'ai plutôt couvert dans les Balkans dans les années 90. Mais j'ai toujours un œil un petit peu intéressé sur cette région, sur ce qui se passe là-bas. Et j'ai établi quelques liens avec des Arméniens. Et puis, en France aussi, puisqu'il y a une forte communauté d'origine arménienne. Je dis bien d'origine arménienne parce que les gens dont on parle en France sont des Français, d'abord des Français qui sont d'origine arménienne, qui sont souvent des modèles d'intégration, d'assimilation, quel que soit le mot qu'on emploie, peu importe, et qui se considèrent d'abord comme des Français, comme l'était Charles Aznavour, comme le sont des gens comme Patrick Fiori ou Pascal Légitimus aujourd'hui, donc qui ne répètent pas à longueur de journée qu'ils sont arméniens, mais qui vivent leur arménité chez eux, dans leur histoire, dans leur foi, parfois discrète, dans leur respect de leur tradition, dans leur langue, dans leur alphabet. Je dis ça parce que lorsqu'il y a eu des événements en France, notamment avec les loups gris, les amis de M. Erdogan et des frères musulmans, parce que c'est le sujet central quand même aussi, les Turcs se présentaient comme des Turcs et ils disaient bah, c'est un conflit entre Turcs et Arméniens qui est exporté en France. Pas du tout. C'est un conflit entre Turcs et Français d'origine arménienne, ce qui n'est pas du tout la même chose. En tout cas, je ferme cette parenthèse. J'étais intéressé par cette région parce que je la connaissais un petit peu et puis parce que je suis depuis un certain nombre d'années ce qui se passe avec Erdogan, qui me semble être un des plus grands dangers qui pèsent sur la paix en Europe, sur la paix dans le monde. Parce que, comme l'explique très bien Jean-François Colosimo dans un livre qui vient juste de sortir, que je conseille à tout le monde, Le sabre et le turban, il explique très bien comment Erdogan est à la fois l'héritier des sultans ottomans et de Mustafa Kemal, donc qu'on présente souvent en France comme une sorte de modèle de laïcité, de laïcisme, alors que c'est pas du tout le cas. C'est un homme qui a nationalisé l'islam, alors qu'aujourd'hui Erdogan islamise la nation. Mais les deux font la même chose, les deux sont jumeaux et les deux tentent de reprendre le rêve ottoman qui a été fracassé par la Première Guerre mondiale. Et l'acte de naissance de ce rêve, aussi bien de Kemal que de Erdogan, c'est le génocide arménien en 1915. Si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas toute la politique expansionniste de Erdogan, notamment dans la région de l'Artsakh, au Karabakh. Donc je surveillais un petit peu ça de près. Effectivement, quand le conflit a commencé, très honnêtement, en fin septembre, je me suis dit c'est encore soit des escarmouches, parce que c'est un conflit à basse intensité. Il y avait un cessez-le-feu depuis près de 30 ans.
Mais il y avait tout le temps des petites, comme ça, des escarmouches. Pourquoi? Parce que les frontières là-bas, mais il faut aller sur place pour s'en rendre compte, sont très floues, puisqu'à l'époque, c'est les frontières. D'abord, on est à 1000, 1500, 2000 mètres d'altitude. C'est des frontières qui existaient entre les deux républiques totalement artificielles, qui étaient la République soviétique, celle de l'Azerbaïdjan et celle de l'Arménie, qui n'étaient pas formalisées par des postes frontières, puisqu'on était dans l'Union soviétique. Donc, quand tout ça s'est délité de cette manière, on n'a pas fait des checkpoints, on n'a pas fait des frontières très précises. Donc, c'était toujours très flou. Donc, il y avait des incidents de frontières qui dégénéraient parfois. C'est arrivé en 2007 avec la guerre des 4 jours que l'Arménie a remporté. Et donc, quand le conflit advient, il y a à nouveau bruit de bottes, il y a des échanges effectivement. Je dirais qu'il fallait peut-être s'y intéresser de plus près parce qu'il y avait des reportages un petit peu sur place, de radio, un petit peu de télé. Enfin, de télé, un jour, je suis tombé sur un reportage de TF1 qui m'a semblé particulièrement partial et en faveur de l'Azerbaïdjan. Je me suis dit, mais il se passe des choses étranges parce qu'il me semble que l'Arménie n'a pas du tout les moyens de se défendre. On l'a vu au bout de 15 jours, que toutes les batteries antiaériennes avaient été détruites, toute l'artillerie antiaérienne, et que le ciel était tenu par les Turcs. C'est peut-être ça, d'ailleurs, l'erreur de l'Arménie, de ne pas avoir préparé cette guerre, mais pas préparé pour des questions d'abord financières aussi, et puis parce que Pachinian avait d'autres priorités, et puis peut-être qu'il avait dans l'idée que l'Azerbaïdjan, c'était la même aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Et ce n'est pas la même aujourd'hui qu'il y a 30 ans. On s'en est rendu compte pendant ce conflit, puisque l'Azerbaïdjan, aujourd'hui, c'était en fait la Turquie. C'était des milliers de mercenaires djihadistes syriens venant via Gaziantep en Turquie sur le terrain. C'était des drones de surveillance, des drones d'attaque, des drones suicides qui contrôlaient le ciel arménien, de telle sorte que les gens priaient pour qu'il fasse mauvais temps en Arménie, parce que quand il y avait mauvais temps, il y avait moins de bombardements, puisque c'était plus compliqué de taper les cibles. Donc voilà, au mi-octobre, après, je me suis dit, mais il est en train de se passer un conflit qui me semble être autre chose qu'un conflit national entre deux pays pour des reconquêtes de territoires, etc., qui a une autre ampleur, une autre signification, et en fait qui nous concerne. Qui nous concerne parce que lorsque on a déclaré que l'ennemi principal en France est l'islamisme et le djihadisme, et que pour cette raison-là, on n'envoie pas combattre le djihadisme, l'aider à nous protéger nous-mêmes, je me dis, pourquoi on ne fait pas la même chose avec l'Arménie? On a peut-être même plus de raisons de le faire en Arménie qu'au Mali, compte tenu des rapports privilégiés qu'on a avec l'Arménie depuis le Moyen-Âge, faut-il le rappeler. Et puis ce vieux fond commun, chrétien, très anciennement chrétien, que nous avons avec les Arméniens. Et c'est là où j'ai senti qu'il y avait tous ces petits détails qui m'ont incité à me dire à un moment donné, il faut y aller. Il faut y aller, mais il faut y aller pas pour faire un reportage de guerre comme j'en ai fait il y a 25 ans, mais il faut quelque chose de plus fort, il faut un engagement. Figaro Magazine, un journal qui parfois s'est engagé pour certaines causes. Et là, je me suis dit, c'est une cause. Ça dépasse le reportage comme on en fait de temps en temps sur des conflits dans le monde. Et c'est pour ça que, pour donner de l'ampleur à cette cause, j'ai appelé Sylvain Tesson. Je lui ai dit, est-ce que tu partirais avec moi? Parce que Sylvain Tesson, c'est l'écrivain français qui vend le plus de livres aujourd'hui, qui a la plus grande notoriété. Et un texte de Sylvain Tesson, ça a beaucoup plus d'ampleur qu'un énième reportage. Je lui ai envoyé un mail le vendredi. Il m'a répondu une heure après en me disant, on part lundi, point d'interrogation. Et voilà. Donc, c'est parti un petit peu comme quelque chose du cœur, instinctif, sans très bien savoir ce qu'on allait faire, ce qu'on allait voir, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait voir, mais on s'est dit, il faut y aller de toute façon, et puis on verra sur place, on fera comme on fait dans ce type de reportage, on improvisera, et il se passera des choses. Très bien. Votre engagement, en tout cas, vous honore, et Sylvain Tesson, comme on l'a rappelé tout à l'heure, qui est avec vous, c'est d'autant plus appréciable, comme vous l'avez dit, vous avez une certaine notoriété. Comment expliquez-vous alors, au contraire, que d'autres médias, qui sont pourtant reconnus, se sont contentés de reprendre les dépêches de l'AFP ou de relayer des informations qui étaient très superficielles, voire inexactes? Je pense notamment au mot séparatiste, qui nous est particulièrement insupportable. Comment expliquez-vous le désintérêt des médias occidentaux? J'irai même plus loin, parfois, nous avons constaté qu'il y avait de la désinformation flagrante, et on s'est même posé la question à savoir s'il n'y avait pas eu des pressions extérieures. On aimerait avoir votre avis sur la question. Alors, les pressions extérieures, moi, j'en ai pas eu. Il y en a peut-être, mais ça, je peux pas parler au nom d'autres journaux. Ce que je peux vous dire, c'est d'abord le contexte général. Le contexte vraiment très général, si on élargit
vraiment la focale. On est en septembre, octobre, novembre 2020. Il y a dans le monde, mais ça concerne évidemment le sujet dont je vais parler, une pandémie qui occupe et préoccupe beaucoup, d'une part, et un autre événement qui occupe et préoccupe beaucoup, hélas, à mon sens, le monde, c'est l'élection du nouveau président américain. D'ailleurs, je suis intimement persuadé que cette attaque de l'Azerbaïdjan fin septembre est préméditée en ce sens qu'ils savent que pendant 2 mois, tous les regards vont être tournés vers les États-Unis, surtout avec une élection qui s'annonce chaotique, ce qu'elle a été, au-delà des espérances des Turcs et des Azéris, à mon avis, puisqu'elle a duré même une semaine plus au-delà du fameux mardi, mercredi, où normalement tout se dénoue, et c'est la dernière semaine de guerre, comme par hasard, en Artsakh. Donc, il y a vraiment une préoccupation, et ça concerne la presse que je dis là, parce que j'ai rencontré des confrères qui m'ont, à Paris, à mon retour, qui m'ont dit, on voulait repartir, on voulait y aller, et on nous a dit que de toute façon, on ne passerait pas de sujet à ce moment-là parce qu'il y avait quelque chose de plus important qui était l'élection américaine. Donc je suis vraiment intimement persuadé que c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la complexité de ce qui se passe là-bas. C'est les Balkans multipliés par 10 quand même, le Caucase du Sud, avec une mosaïque de régions, de religions, de sensibilités, de civilisations, de cultures entremêlées qui se sont fait la guerre. Il y a beaucoup de sang qui a coulé. Il y a des imbrications. Déjà expliqué en France qu'il y a 2 nations, à l'intérieur de ces 2 nations, il y a 2 enclaves qui appartiennent à la nation voisine et qu'ils n'ont pas pu se les échanger, alors que le Nakhitchevan qui appartient à l'Azerbaïdjan, il y a 0% d'Arméniens aujourd'hui, mais il n'y a pas de frontière avec l'Azerbaïdjan. L'Artsakh, il y a un tout petit corridor et une autre route dans le nord qui mène à l'Arménie, alors il y a 90% d'Arméniens. C'est des choses très complexes à expliquer et on est dans une époque où, dès que c'est complexe, on zappe parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Et ce n'est pas un reproche que je fais aux confrères. Moi-même, je m'intéresse à l'Arménie un peu par hasard. Mais si je n'avais les connaissances que j'avais avant de cette civilisation, de la culture, de l'histoire, sans doute que je ne me serais pas investi. Donc, on ne peut pas demander à tous les journalistes d'être spécialistes de tous les sujets. Il y a autre chose qui est l'évolution du journalisme depuis 20 ans en France, et pas seulement en France, en Europe, dans le monde. C'est devenu un journaliste qui s'est appauvri. Il y a de moins en moins de journaux, il y a de moins en moins d'audience, en tout cas par le papier de la presse. Et par le papier, c'est important parce qu'aujourd'hui, dans tous les journaux, et le Figaro est concerné aussi, on fait le journalisme derrière son bureau. On recrute des jeunes gens qui font du web et qui vont chercher l'information sur le web. Et l'information sur le web, eh bien, elle est éparse. On va la chercher un petit peu à droite, à gauche, et on va toujours la chercher avec ce souci qui est louable à l'origine, qui est d'être une forme d'honnêteté, d'objectivité. Et sur ce conflit, c'était ça. Évidemment, les Turcs et les Azerbaïdjanais ont joué une certaine carte qui était d'essayer de faire comprendre au monde qu'il y avait une équivalence entre les 2 nations qui se faisaient la guerre. Et qu'en fait, c'était un conflit local, régional, pour des territoires. Et d'ailleurs, eux-mêmes avaient le droit international de leur côté, puisqu'il y avait eu des résolutions à l'ONU disant que cette partie récupérée par l'Arménie en 93-94, finalement, avait été donnée à l'Azerbaïdjan, mais donnée par qui? Par Staline en 1921. Merci pour la référence. Si c'est Staline qui fixe les frontières du monde, à ce moment-là, c'est fichu. Mais à ce moment-là, la Lituanie et la Lettonie, c'était aussi des frontières qui avaient été faites au lendemain de la Première Guerre mondiale, intégrées à l'URSS, et pourtant aujourd'hui ce sont des États indépendants. Mais à ce moment-là, le Kosovo s'est déclaré indépendant de manière unilatérale, et pourtant on a admis cette indépendance. Alors, veut être arménien, éventuellement se rattacher un jour à l'Arménie, n'a pas tous ces droits-là. Donc, évidemment, c'était encore une fois complexe, et les journalistes qui sont derrière l'ordinateur, ils prennent des informations à droite et à gauche, et ils se disent, on donne la parole à un camp, et puis on donne la parole à un autre. Et on ne va pas sur place, parce qu'il faut aller vite, et donc ça suffit des informations qu'on a, d'une part, et en plus parce que les journaux n'ont plus les moyens d'envoyer des reporters sur place qui restent non seulement 8 jours, mais même 15 jours, mais même 1 mois, mais même 2 mois. Et la réponse, l'engagement qu'on a eu avec Sylvain, et surtout Antoine Agoudjian, qui est tout de suite allé là-bas, qui a passé 1 mois et demi à Stepanagat, à Goris, à Martouni, à Khdam, il a fait Chouchi, il était partout, il a photographié ça pendant 2 mois, il a un matériel photographique exceptionnel qu'il exposera, je pense, un jour. Et lui-même nous appelait en disant, mais nous, on l'avait mis en commande, comme on dit dans les journaux, mais il m'a dit, vous êtes les seuls. Personne ne s'intéresse à ce conflit, aucun grand journal. Il y a des journalistes qui viennent un petit peu de temps en temps, qui passent 2 jours et qui repartent, et qui se demandent s'ils ne vont pas essayer de faire l'équivalent
en Azerbaïdjan, parce qu'il paraît qu'en Azerbaïdjan aussi, il y a des combats, que des villes sont bombardées. Et c'était faux. Il y a eu au tout début quelques villes en Azerbaïdjan qui ont été touchées, comme Ganjar, mais des quartiers. Et puis très vite, la supériorité azérie était telle qu'il n'y avait qu'une team, il n'y avait qu'un pays qui se battait seul et qui se battait avec qui. C'est pour ça qu'il fallait sur place pour le voir, avec des jeunes gens qui étaient mobilisés, des appelés du contingent qui avaient 18 ans, 19 ans, 20 ans. Vous savez, dans toute l'Arménie et dans tout l'Artsakh, dans tous les villages, toutes les villes, vous avez des bandeaux noirs à l'entrée des villes ou dans des quartiers qui surplombent la rue avec un prénom et un numéro, qui est le prénom d'un garçon qui combat et le numéro, c'est son âge. Et partout, c'est 18, 19, 20, 21. Des dizaines et des dizaines et des dizaines de bannières comme ça, noires, qui vous serrent le cœur quand vous voyez. Mais effectivement, il faut y aller pour se rendre compte que les victimes ne sont pas par centaines, mais elles sont par milliers. Et les blessés sont par milliers. Et il faut aller dans les hôpitaux pour voir ce que sont les blessures au phosphore, les poussières de métal qu'on peut trouver dans les corps des blessés. Mais encore une fois, je n'ai pas de mérite particulier, sinon d'être allé là-bas et puis d'avoir vu, constaté et dit ce que je voyais, au contraire des autres. Encore une fois, parce qu'il y a ce contexte général et ce contexte particulier de la presse qui est en crise et qui se dit on n'a plus les moyens d'envoyer aux quatre coins du monde dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a un échange de... Sauf que ce conflit, encore que dans l'Himalaya, entre l'Inde et ou en Égypte, pardon, en Éthiopie, dans la région du Tigré, c'est un conflit qui nous touche, nous Français. C'est ça que j'ai expliqué moi depuis un mois. C'est que c'est pas un conflit communautaire entre des Arméniens et des Turcs ou des Arméniens et des Azéris. C'est un conflit entre la civilisation, une certaine vision du monde, de la civilisation, de la culture, même de la démocratie, parce qu'on oublie toujours, mais on est en République d'Arménie et en face, on a un régime autoritaire, et deux régimes autoritaires, même dictatoriaux, où la presse n'est pas libre, où l'information n'est pas libre, où les journalistes internationaux n'ont pas pu aller, d'ailleurs, couvrir le conflit, à part Régis Le Sommier, Paris Match, mais sinon, personne. Et pour cause, parce qu'ils n'avaient pas envie qu'on voit tous ces djihadistes qui combattaient avec eux, ils n'avaient pas envie de voir la supériorité de cette armée de professionnels. Donc voilà, c'était ça un petit peu qui m'a guidé. D'accord. Alors, en dehors de ceux qui n'ont pas couvert le conflit, on a d'autres journalistes qui ont invoqué l'argument de l'impartialité requise dans le traitement de l'information par les professionnels. Mmh. Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais le rôle du journaliste, pour moi, c'est de prendre en compte une situation avec exactitude et donc de nommer clairement l'agresseur et l'agressé. Alors, on peut comprendre, sans l'accepter pour autant, le jeu immoral des hommes politiques qui préfèrent parfois sacrifier leurs convictions plutôt qu'une partie de leur électorat, qui préfèrent surtout sauvegarder à tout prix leurs relations commerciales avec des États, même criminels comme la Turquie et l'Azerbaïdjan. Par contre, moi, je ne comprends pas pourquoi certains journalistes se sont retrouvés frileux dans ce genre de situation et se retrouvent, d'un point de vue général, frileux dans ce genre de situation, alors que c'est l'essence même de leur métier que d'informer et de dénoncer. Pourquoi certains journalistes et médias de premier plan veulent absolument éviter de heurter les puissances criminelles comme la Turquie et l'Azerbaïdjan et ne dénoncent pas ceux qui font l'apologie de leurs crimes? Très complexe et en fait chacun répond avec je pense avec sa conscience. Moi-même, franchement, ce que j'ai fait, je suis pas sûr que je l'aurais fait dans d'autres cas, d'engager le journal presque dans un combat qui est effectivement risqué, parce que, je l'avoue très humblement, je ne sais pas ce qui s'est passé en Azerbaïdjan, je le sais, j'ai vu ce que j'ai vu sur le front du côté arménien, j'ai vu les victimes, j'ai vu les souffrances, j'ai vu ces jeunes gens, encore une fois, qui ne sont pas des militaires de carrière, qui se battaient comme ils pouvaient dans des tranchées dignes de 14-18, avec au-dessus des avions dignes de Star Wars ou des drones, et une peur monumentale. Il y a une sorte de nation en armes qui se battait pour sa survie, avec les fantômes des génocides et des pogroms de la fin du 19e, de 1915 et même de 1988, ou de 1920 à Chouchi. Il faut rappeler qu'il y a quand même 20 000 Arméniens qui ont été tués à Chouchi en 1920. Chouchi qui était le symbole, cette citadelle que les Azéris voulaient à tout prix conquérir. Et puis, encore une fois, il y a cette propagande diffuse, habile, de l'Azerbaïdjan, qui consistait, par exemple, lorsque la cathédrale de Chouchi a été bombardée, ah ben oui, nous l'avons bombardée parce qu'il y avait un dépôt de munitions. Donc, il y avait sûrement encore un dépôt de munitions, donc ça justifie qu'on la bombarde.
Voilà, c'était le type d'argument. Un violoncelliste est venu jouer d'origine belge, est venu faire un concert dans la cathédrale de Chouchi. Les Azéris, le lendemain, ont fait la même chose en Azerbaïdjan. Donc il y avait toujours une équivalence, et c'est là où ils ont gagné une sorte de bataille de la communication, c'est de donner une équivalence, de mettre un signe égal entre leur combat et le combat de leurs adversaires. Et je pense que les journalistes en France sont tombés un petit peu dans ce piège, à se dire, bah, oui, effectivement, à la limite, on peut voir ce qui se passe en Arménie, encore une fois, mais on ne sait pas ce qui se passe en Azerbaïdjan, donc on peut pas faire un journal, enfin un article honnête, équilibré, parce que c'est l'obsession de notre époque, être équilibré, c'est le relativisme, c'est-à-dire, oulala, il montre des vidéos de gens qui sont décapités, mais on nous a dit du côté azerbaïdjanais qu'il y avait aussi des Azerbaïdjanais qui étaient décapités par des Arméniens. Alors on n'a pas d'image, mais puisque c'est supposé exister, si on montre les images qu'on a vues, enfin moi je ne les ai pas diffusées évidemment, mais ou même les blessures de gens au phosphore que je n'ai pas diffusées, je refuse de diffuser parce que je trouve ça trop atroce. Mais si elles existent là, on nous dit qu'elles existent, donc on ne peut pas s'engager. Moi, j'ai pris le parti que ce que je voyais, les témoignages que je récupérais, les médecins qui me montraient les gens qu'ils avaient soignés, filmés, donc c'est pas des fake news. Alors il y a l'obsession de la fake news aussi. Oulala, les Arméniens nous montrent des choses horribles, mais ça se trouve c'est une fake news, on peut pas la documenter, on peut pas la dater, on peut pas la certifier. Mais oui, mais à ce moment-là, effectivement, on laisse les massacres se perpétrer et puis on ne bouge pas le petit doigt. Là, il y avait suffisamment d'éléments, il m'a semblé, pour dire qu'à un moment donné, il y a une victime et puis il y a un coupable. Et d'ailleurs, quand vous avez le président de la République, c'est-à-dire la voix de la France, Emmanuel Macron, qui dit il y a un pays agresseur qui le nomme, l'Azerbaïdjan, et que cet Azerbaïdjan utilise les mercenaires djihadistes, il n'est plus question d'une guerre, il est question d'un engagement. Moi, c'est ce qui, encore une fois, les journalistes sont un petit peu le produit de leur époque, une époque relativiste où il faut toujours être dans une forme d'équilibre, surtout pas s'engager. Moi, je me suis engagé, j'ai engagé le journal. Personne n'a rechigné dans le journal à ce qu'on fasse ce qu'on a fait et à continuer. Et quand je suis reparti 15 jours plus tard avec une délégation humanitaire avec Yuri Djorkaeff, avec Christina Aznavour, c'était pour montrer que maintenant, il y a un autre moyen d'aider les Arméniens déplacés, c'est de leur apporter de l'aide humanitaire, médicale, sanitaire, parce qu'il y a des dizaines de milliers de blessés, des centaines et des centaines de soldats disparus dont les corps n'ont pas été rendus, soit parce qu'ils ont été tellement dispersés qu'on n'en retrouve même pas la trace, soit parce qu'ils sont prisonniers, soit parce que l'Azerbaïdjan ne veut pas les rendre. Donc le combat, de cette manière, n'est pas du tout terminé. Je pense que ce combat est juste. Je peux me tromper, je voudrais me tromper, mais quand Tchekhov visite l'île de Sakhaline à l'époque de la Russie tsariste, il est tellement bouleversé par ce qu'il voit qu'il sort de son cadre de journaliste et il en fait un témoignage littéraire qui dépasse et un témoignage engagé. Lorsque Joseph Conrad ou Albert Londres découvrent l'esclavagisme en Afrique, ils sortent de leur cadre de journaliste honnête qui fait un compte-rendu disant oh là là, il y a des pauvres gens qui se font fouetter. Non, ça devient un cri. Voilà, on a essayé de faire ça au Figure Magazine parce qu'il nous a semblé que la situation n'était pas banale, encore une fois, et surtout concernait aussi les Français et l'humanité tout entière, parce que, encore une fois, ce combat n'est pas un combat entre deux armées, deux nations qui se disputent un territoire. C'est un combat qui est fort en 1000 symboles. En parallèle de la guerre donc, qui a eu lieu sur le terrain, on a eu aussi une véritable guerre d'opinion et d'information qui s'est jouée sur les réseaux sociaux et dans les médias. On a vu que la dictature azerbaïdjanaise, comme vous venez de le dire, hein, a redoublé d'efforts pour diffuser sa propagande. Donc, vous avez parlé de l'exemple des violoncellistes à Chouchi. On a vu que la propagande anti-arménienne et raciste des Azéris, qui visait notamment à noyer les informations relatives à toutes les violations du droit international que vous avez énoncées aussi. Cette propagande, elle a été diffusée par le biais de sa population, qui est malheureusement manipulée, mais aussi par le biais des officiels, dont l'ambassadeur en France, qui a eu, qui s'est permis de menacer déjà certaines personnes des collectivités françaises. Donc, je voulais savoir si, en vue de votre travail formidable, qui n'a échappé à personne, même si vous avez un petit peu répondu à la question tout à l'heure, je voudrais un peu plus rentrer dans le vif du sujet et savoir si vous avez été confronté
personnellement à avoir des nouvelles de l'ambassadeur en France ou alors d'autres pressions, quelles qu'elles soient, que ce soit des menaces, des intimidations ou des propositions de contre interview de l'autre côté, de compte rendu de l'autre camp, entre guillemets. Jamais directement. Indirectement, oui, il y a des élus politiques proches de l'Azerbaïdjan ou des intérêts de l'Azerbaïdjan, je ne sais pas comment il faut appeler ça, qui m'ont fait savoir que j'exagérais, que je parlais de ce que je ne savais pas, en l'occurrence qu'il était faux de parler d'islamisme parce que l'Azerbaïdjan est un grand pays laïque bien connu. Les menaces, oui, j'ai eu plein de menaces. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Twitter pendant ce conflit parce que c'est quand même aussi un moyen de donner une information rapide, immédiate sur ce qui se passe. Et quand j'étais là-bas, je n'avais pas attendu 10 jours et j'ai bien fait d'ailleurs parce qu'on est parti, c'était la guerre et quand on a publié le reportage avec Sylvain, la guerre venait de se terminer. On était au moment où justement le corridor de la Chine était pris par les bérets marrons azéris et les forces spéciales turques parce qu'ils laissaient des traces, ça laisse des traces, les militaires quand ça fait la guerre. Donc on voyait bien que c'était des Turcs qui participaient à ça. Donc, j'ai reçu, je sais pas, 700, 800 tweets, trolls qui m'ont voilà, envoyé des messages que j'ai bloqués, ce que je fais jamais. D'habitude, je bloque pas, mais là, c'était que des comptes créés en octobre-novembre 2020. Bon, c'était évidemment, je ne sais pas si c'est l'ambassade d'Azerbaïdjan, je ne sais pas si c'est l'Azerbaïdjan, si c'est la Turquie, si c'est des associations turques en France. Je m'en moque, mais c'était un moyen de non seulement de me harceler, peut-être de me décourager, et puis aussi peut-être de signaler à mon employeur, à mon journal, que je donnais une image qui était peut-être fausse et que je pourrais éventuellement être convoqué pour m'expliquer, etc. Ce qui n'est évidemment pas arrivé parce que Figaro Magazine est un journal qui est assez grand et assez solide, mais je pense que voilà, moi j'ai cette chance de travailler pour un journal qui aussi défend des opinions et un journal engagé lorsqu'il pense devoir l'être. Mais après, dans certains journaux, dans certains médias, notamment audiovisuels, je pense qu'il y a eu des pressions. Pourquoi? Parce que l'Azerbaïdjan est un pays très, 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 très riche, qui a beaucoup d'intérêts économiques entre la France et l'Azerbaïdjan, entre des entreprises françaises et des entreprises azerbaïdjanaise, parce que même s'il y a, je crois qu'on a 700, 800 millions d'euros d'échanges commerciaux avec l'Azerbaïdjan, il y a des personnalités politiques qui sont allées très souvent, ou même journalistiques. Moi, j'ai été invité plusieurs fois en Azerbaïdjan. Je ne suis jamais allé pour me faire des sujets mais touristiques, journalistiques, etc. Il se trouve que je ne suis pas allé, mais je pense que quand après, on a les convictions qu'on a. Moi, je ne reproche pas à des journalistes d'être allés en Azerbaïdjan, sûrement pas, ou des figures politiques d'entretenir des relations avec ce pays-là. Mais ceci explique peut-être ces menaces indirectes. Et puis, vous voyez, on reçoit des mails de l'ambassade effectivement d'Azerbaïdjan en France qui dit maintenant, vous dites plus Chouchi, vous dites Choucha, vous dites plus Stepan Nagal, vous dites je ne sais pas quoi. Enfin, de changer l'orthographe voilà, et puis on leur dit non, et puis il se passe pour l'instant rien d'autre. D'accord. En tout cas, encore une fois, votre courage vous honore parce que surtout aujourd'hui, c'est compliqué et on entend beaucoup de personnes qui cèdent à ces pressions et on ne peut pas forcément leur en vouloir parce qu'elles sont quand même, comme vous l'avez dit, fortes. Quand vous me dites que vous recevez plus de 700 messages sur les réseaux sociaux, il y en a plus d'un qui aurait fléchi et vous êtes resté fort de vos convictions, engagé dans ce combat-là et ça vous honore et encore une fois, on vous en remercie. Depuis le début de la guerre et jusqu'à aujourd'hui, on voit circuler, et c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur, des vidéos de torture. Vous en avez parlé tout à l'heure, de décapitation, d'humiliation, de mutilation de soldats et d'otages aussi. Ces vidéos qui sont particulièrement insupportables pour nous et qui sont d'une violence inouïe continuent de circuler sur les réseaux sociaux et ne semblent pas être censurées par des plateformes qui ont pourtant normalement des politiques de contrôle et de censure. On voulait savoir si vous aviez des outils en tant que journaliste pour dénoncer des actes gravissimes qui sont passés sous silence, y compris par les institutions compétentes et en vocation à punir les auteurs de ces actes. À ma connaissance, non, à part les signaler, mais ce que tout le monde peut faire, mais on n'a pas de moyens supérieurs. Moi, je suis
j'avoue que je suis très partagé. Là, je fais un peu appel à la conscience et à la responsabilité individuelle. Très honnêtement, si je n'avais pas eu accès, pas par des réseaux sociaux traditionnels, mais plutôt des réseaux sociaux cryptés à ces vidéos, je pense que l'impact n'aurait pas été le même, même si ce qu'on m'avait montré là-bas, j'en avais vu pas par les réseaux sociaux, mais directement sur des téléphones. Et donc, c'est aussi parfois indispensable. En revanche, qu'elle circule après sur des réseaux sociaux non cryptés ou en public, ça, je trouve ça épouvantable et scandaleux. Et Vladimir a raison de dire, parfois, on censure des choses totalement anecdotiques, il me semble, et qui font pas du tout appel une censure de bon sens. Et en revanche, il y a des choses, il y a des mots, il y a des insultes, il y a des allusions qui sont insupportables. Je trouve que c'est un autre sujet, mais encore une fois, pour nous, les journalistes, avoir accès à des informations un petit peu sensibles ou sensibilisantes est aussi important pour se forger. Et après, notre responsabilité individuelle, c'est est-ce qu'on les diffuse, est-ce qu'on les signale. Moi, j'ai signalé cette vidéo qui est sortie il y a 8 jours d'un vieil homme qui supplie qu'on l'épargne, en parlant d'ailleurs en turc à ces bourreaux qui sont des soldats, qui sont des soldats estampillés qui appartiennent à une brigade. Une brigade d'ailleurs dont j'ai retrouvé une autre vidéo qui à un moment donné est passée en revue par un officier supérieur, et ils font tous le signe des loups gris. Donc c'est une brigade, je ne sais pas si c'est l'Azérie ou turc, mais enfin les loups gris, c'est plutôt turc. Donc ils ne se cachent même pas, c'est ça. Donc c'est une information. En même temps, c'est une information importante, mais voilà, la diffuser pour moi est hors de question. D'accord. Merci. Une question plus diplomatique maintenant. Selon vous, après la reconnaissance par l'Assemblée nationale et par le Sénat de la République d'Artsakh, qu'est-ce qui manque à notre président de la République française, M. Emmanuel Macron, pour qu'il sorte enfin de sa neutralité, qui là aussi est insupportable pour nous, et qu'il reconnaisse enfin la République d'Artsakh? Qu'attend-il pour le faire? Demandez-lui. Je crois que c'est. Alors, mon sentiment profond, c'est qu'il y a vraiment une tension entre l'Élysée et le Quai d'Orsay. Je pense que Emmanuel Macron a été sensibilisé dès le début à ce qui se passait là-bas. D'abord, encore une fois, en nommant l'agresseur et en signalant, comme les Russes, qu'il y avait des mercenaires djihadistes syriens. Je pense avec l'espoir que, disant cela, l'Union européenne, d'autres pays l'accompagneraient dans cette dénonciation, dans un mouvement. Et en fait, il s'est retrouvé tout seul. Dans cette affaire. Discrètement, il a fait envoyer très très vite des chirurgiens, notamment des chirurgiens français des chirurgiens qui sont allés sur le front, des chirurgiens qui ont été retirés de France. Alors c'était compliqué parce qu'il fallait pas emmener non plus des réanimateurs avec ce qui se passait en France avec la Covid. Il était hors de question aussi d'envoyer des gens qui pouvaient soigner des gens en France, bien entendu. Donc c'était pour la plupart du temps des chirurgiens plasticiens qui étaient envoyés ou réparateurs sur le front. Très vite, il a mis en place ce qui est arrivé à partir de novembre, c'est-à-dire une aide humanitaire conséquente. On va arriver à 150 tonnes d'aide humanitaire, je pense. On est déjà à 2 ou 3 avions. Il y en a encore un quatrième juste avant Noël, peut-être en janvier. Donc, il a mis en branle tout. Il y avait là le discours officiel tenu par Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Nous avons des accords économiques importants avec l'Azerbaïdjan, donc il ne faut pas se brouiller. Et puis le non-dit absolu qui est qu'est-ce qu'on fait avec Erdogan aujourd'hui? Personne ne va être le premier à prendre le risque de déclencher ce qu'on pense être un conflit, mais un conflit mondial avec la Turquie, parce que c'est ça qui se joue en ce moment. Encore une fois, le sujet de l'Artsakh est très important, mais il est important aussi parce qu'il s'inscrit dans quelque chose l'Artsakh qui déplace les Arméniens, quelques volontés extrémistes pan-turcistes de Erdogan, des provocations permanentes, et l'Artsakh s'inscrit dans une succession de provocations qui ont été la Syrie, qui ont été la Libye, qui ont été la Méditerranée orientale. Depuis des mois et des mois, il avance ses pions, en disant qu'il avance ses pions. Il avance ses pions.
il a revendiqué qu'il fallait continuer, il a laissé Aliyev traiter les Arméniens de chiens en disant que nous allons les chasser comme des chiens. Donc il y a un discours belliciste, sanguinaire, meurtrier de la part de Erdogan. Et la diplomatie française ne bouge pas parce qu'elle ne veut pas être seule responsable d'un conflit frontal avec la Turquie, qui par ailleurs tient à l'OTAN, et la France, en nous extorquant de l'argent, en le fait qu'il n'ouvre pas le robinet des migrants sur l'Europe. Donc il y a tout ça qui doit être pris en compte, qui a été pris en compte, qui a fait que je pense que le gouvernement qui est de dire on est en fait au fond du côté des Arméniens, notre cœur bat pour les Arméniens, on fera tout pour les aider, mais économique, diplomatique, géopolitique, européen, qui, plus le fait de tenir la présidence du groupe de Minsk, autant ne pas en être, qui fait que ce double a été maintenu en perdant beaucoup de domaines depuis le début de son quinquennat. Sauf que là, il s'agit d'êtres humains, il s'agit encore une fois de barbarie d'un côté, d'une civilisation de l'autre, de choses horribles, de choses qu'on n'aurait pas supportées et qu'on n'a pas supportées il y a 25 ans lorsque c'était en Yougoslavie que se passaient ces horreurs ou au Rwanda. Et que là, bizarrement, non seulement on ne condamne pas, mais on ne menace même pas Bakou, mais on ne convoque même pas l'ambassadeur de France, mais on ne ferme pas l'Institut français de Bakou. Il faut savoir qu'il n'y a même pas d'institut français à Yerevan. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a un institut français à Bakou, il n'y en a pas un à Yerevan, pour vous dire que tout est souvent une question d'argent. Et là, il y a une question d'argent aussi dans cette affaire. Et l'Arménie, c'est un pays pauvre. Et l'Arménie, c'est un pays montagneux. L'Arménie, c'est une enclave qui a quelques mines et un peu d'eau, mais qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de gaz, qui n'a pas les moyens de résister à cette entreprise expansionniste turque d'Ankara, relayée par Bakou. Et donc l'Arménie, dans ce conflit, encore une fois, moi, ce qui m'a frappé, c'est non seulement elle était sous-équipée, sous-armée, mais elle était seule. Elle était seule parce que la Russie a joué un jeu très cynique, très intéressé dans cette affaire, parce que l'Iran avait peur de se fâcher avec l'Azerbaïdjan, sachant qu'elle a une minorité de 15 à 20 millions d'Azéris au nord du pays, parce que la Géorgie est une fausse sœur, même si elle partage beaucoup de choses avec l'Arménie, mais elle regardait ça un petit peu à distance, parce que l'Allemagne a une forte minorité turque dont on ne veut pas se fâcher avec Erdogan, parce que les États-Unis avaient leur élection, et parce que la France est au milieu de tout ça. Tout le monde avait des bonnes raisons de ne pas aider l'Arménie, donc personne n'a aidé l'Arménie, et l'Arménie et les Arméniens victimes de cette entreprise qui peut s'apparenter à quelque chose qui est dans la continuité du génocide de 1915. Ça n'a pas du tout la même ampleur aujourd'hui, mais en tout cas une volonté d'extermination. C'est un maire, je crois, d'une petite ville dans le corridor de la Chine qui me disait, notre problème, c'est pas que nous, Arméniens, nous ne voulons pas vivre avec les Azerbaïdjanais, c'est que les Azerbaïdjanais ne veulent pas que nous vivions, tout court. Voilà. Je crois que ça résumait très bien la situation. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est une phrase que vous avez dite tout à l'heure dans votre intervention sur CNews. Et d'ailleurs, on voulait aussi vous remercier pour ça. On est nombreux à l'avoir suivi et c'est vrai que c'était une intervention qui nous a fait chaud au cœur. Tant comme vous le dites, on est isolé et on est quand même pas très aidé par tout le monde qui a l'air de faire la politique de l'autruche. On va prendre quelques questions des internautes avant de clôturer notre live. On a beaucoup de réactions. Je vais essayer de prendre quelques questions. On a par exemple Eve Talignan qui nous demande comment neutraliser Erdogan. Qui peut agir? L'OTAN, l'ONU, qui peut l'arrêter? L'ONU, franchement, je pense qu'ils feront jamais rien. Moi, je crois il faut attendre que va donner la nouvelle administration américaine. Je pense que c'est Donald Trump avait une espèce de conception du monde qui s'arrêtait aux frontières des États-Unis, ce qui s'entend en disant c'est America First. Donc quand il disait America First, c'était America First, c'est-à-dire le reste du monde n'existe que partiellement. Ce qui a fait qu'il avait une politique beaucoup moins impérialiste que ses prédécesseurs. Donc, il y a certains avantages dans certains pays, mais on ne s'occupe pas du monde. Il a laissé effectivement des pays en plus membres de l'OTAN comme la Turquie prendre leurs aises. Joe Biden, qui est un vieux routard de la politique américaine, qui s'est beaucoup intéressé à l'Europe dans les années 90, d'ailleurs, je pense qu'il va regarder de près
le dossier et peut-être reconsidérer effectivement la place de l'OTAN, pardon, de la Turquie dans l'OTAN. Est-ce qu'on peut avoir à l'intérieur de l'OTAN un pays qui se comporte en permanence, encore une fois, non seulement en déclenchant des mini-conflits, et j'ai oublié de parler de Chypre tout à l'heure, bien entendu, en essayant de rallumer des choses à Chypre, mais qui en plus contrevient à toutes les lois sur la Convention de Genève sur les prisonniers, sur les droits de l'homme. On l'a dit peut-être trop peu, quand même, usage du phosphore blanc et de la poussière métal et des bombes à sous-munitions qui sont des ordres absolus qui créent des conséquences, et même chez les survivants, qui sont absolument atroces, puisque, par exemple, le phosphore blanc chez les survivants, ça les rend infertiles, ça les rend stériles. Donc, vous voyez bien qu'il y a toujours cette idée que le peuple arménien ne puisse pas se renouveler. Donc, moi, je crois un peu en l'administration américaine. C'est rare que je crois aux Américains pour faire des choses intelligentes dans le reste du monde, mais là, je ne vois pas comment autrement on peut arriver à réguler un petit peu cette soif d'expansion et puis bien entendu les Russes, parce que au fond il y a beaucoup de zones de contact maintenant entre la Russie et la Turquie. Je pense que Poutine sait très bien que son ennemi principal, comme il a été, je pense qu'il y a dû y avoir 11 ou 12 conflits directs entre la Turquie et la Russie depuis le XVIe siècle. Il y aura à un moment donné, il y aura une confrontation. Donc il faut tout faire pour l'éviter, mais il faut être prêt à le faire. Et effectivement, la Russie a joué un rôle un peu cynique, enfin pas un peu d'ailleurs, très cynique dans cette affaire, en n'intervenant que tardivement, en ne fournissant pas l'aide antiaérienne qui était promise, ou alors du matériel qui était déficient. On l'a vu, il y a des artilleries, enfin, il y avait des batteries anti-aériennes russes qui étaient complètement désuètes, qui ne marchaient pas, et ça a été aussi la faiblesse de l'Arménie. Et l'aide militaire n'est jamais arrivée. Donc la Russie peut à un moment donné apaiser et froncer les sourcils un petit peu vis-à-vis de Erdogan, mais ils ont eu des arrangements en Syrie, ils sont un peu partagés le nord de la Syrie. Voilà, mais effectivement, je pense c'est pas la France qui arrivera évidemment à convaincre l'OTAN de bouger vis-à-vis de la Turquie, mais il me semble que cette hubris qui peut s'emparer de Erdogan peut l'amener à faire un faux pas qui aboutira à son écart, le fait qu'ils soient un peu écartés. Et puis, n'oublions pas que la société turque, une partie de la société turque n'est pas du tout nationaliste, n'est pas militariste, n'a pas envie de détruire le reste du monde, n'est pas expansionniste, n'est pas militariste, n'est pas guerrière, envie de vivre, de survivre, parce que n'oublions pas que la Covid fait beaucoup de dégâts aussi en Turquie, énormément en Arménie. C'était ça un des problèmes qui arrivait, et parfois on n'avait pas de place parce qu'ils étaient occupés par des malades de la Covid, donc il fallait vraiment faire des sélections entre les souffrants des uns des autres. Ça se rajoutait à la situation. Très bien, merci. On a une question aussi de Sacha VT qui nous demande: que pouvons-nous faire pour que les médias français alertent la société civile quant aux crimes de guerre commis par l'armée azérie? On a beaucoup parlé des crimes de guerre. Voilà, comment nous, à notre niveau, on peut alerter les autorités là-dessus et pour que les Azéris soient condamnés? Moi, je crois beaucoup à la force de l'écho, à la force des petites notes de musique qui, éparses seules, sont faibles. Mais quand vous avez beaucoup de signaux faibles, ça finit par faire un signal fort. Vous savez, la reconnaissance ou les vœux de certaines municipalités ou de certaines collectivités locales, la reconnaissance de l'Artsakh, juridiquement, c'est très bien tous que ça n'a pas d'impact direct, que ça ne va pas changer grand-chose tant que le gouvernement français ne le fait pas. Mais symboliquement, vous en rajoutez ces dizaines et dizaines de collectivités locales, vous rajoutez des milliers, des dizaines de milliers de citoyens qui, sur Twitter, sur Facebook, dans les conversations, dans les échanges, lorsqu'on leur donne la parole d'une manière ou d'une autre dans une municipalité, il y a des centaines et des centaines d'élus d'origine arménienne en France. D'ailleurs, je crois qu'il y a une association qui s'appelle le RIF qui est en train de s'organiser pour les réunir ensemble, pour que ces petites voix éparses fassent à la fin un écho qui peut effectivement, je pense, à un moment donné, résonner dans les oreilles de nos gouvernants, se disent, oh là là, s'il commence à y avoir un petit mouvement global, il faut quand même qu'on s'y intéresse. Et le mouvement global, aujourd'hui, vous avez 1000 fois raison, c'est la dénonciation des crimes de guerre,
qui continue. Récemment, on a vu encore un prisonnier de guerre qu'on forçait à chanter l'hymne azéri, à dire des gloires à l'Azerbaïdjan, ce qui est totalement interdit maintenant. C'est une humiliation interdite par la Convention de Genève. Interdit d'autant plus que lui, il peut passer en cour martiale quand il sera libéré. C'est ce qu'on oublie de dire aussi. Lorsque vous chantez les louanges de votre ennemi sous uniforme de votre pays, quand vous revenez dans votre pays, vous passez en cour martiale. Qu'on le veuille ou non, même si vous aviez un fusil dans le dos, c'est comme ça. Donc ils le savent très bien quand ils font ça. Donc tous ces gestes, c'est pour ça que c'est interdit par la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre. Donc tous ces gestes, toutes ces agressions, toutes ces destructions, on n'en a pas parlé, destruction des symboles chrétiens, des traces de la chrétienté qui fait partie de l'identité arménienne, mais presque autant d'un point de vue culturel, civilisationnel que spirituel et religieux. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne pour ne pas résumer une affaire de chrétiens contre musulmans, de ce christianisme antique qui date du IVe siècle, sans forcément aller à la messe, enfin à la liturgie, sans forcément prier tous les soirs, sans forcément même croire exactement, mais ça fait partie de l'identité. Et toutes ces destructions de clochers, pour l'instant, de cimetières, de menaces. Vous savez, le père Ovanès du monastère de Dadivank, dans le nord du pays, dont on a beaucoup parlé, il a été exfiltré. Il ne fait plus les cérémonies parce qu'il était tellement mis en danger, tellement menacé, puisque maintenant Dadivank appartient à l'Azerbaïdjan, qu'ils ont été obligés de l'exfiltrer. Donc c'est plein de petites choses comme ça. Et effectivement, si tout le monde, à son échelle, que ce soit médiatique ou personnelle ou citoyenne, ou juridique ou financière, participe à cette dénonciation de ce qui s'est passé, je pense que l'écho, à un moment donné, sera assez fort, assez puissant pour obliger le gouvernement à bouger d'une manière ou d'une autre et à répondre à cette inquiétude et cette douleur. Très bien, merci. On va continuer dans notre combat et on espère qu'on va être entendu. On va tout faire pour, en tout cas. Voilà, notre live touche à sa fin. Je voudrais une fois de plus vous remercier, Monsieur Buisson, pour toutes ces informations précieuses que vous nous avez données, pour ce témoignage de terrain que vous nous avez fourni. Je voudrais aussi remercier tous nos internautes de nous avoir suivis et leur donner rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel instant Ayastan. À très bientôt. Merci.